Gamine qui habitait à une trentaine de kilomètres au-dessus d'Angoulême, dans son village, il y avait un TER qui passait autrefois pour aller jusqu'à Angoulême. Ce TER, c'est ça aussi, ce qui se passait pour le fret, se passe aussi pour les TER et les petites lignes. Quand l'endettement est énorme, on ferme les grandes lignes. Mais ce TER est supprimé. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait toutes les semaines? Elle prend un train, le TER pour aller vers Angoulême, vers le sud, n'existe plus. Le TER pour aller vers Saint-Pierre-des-Corps, en haut, près de Tours, existe. Elle va jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps. En TER, elle descend, je ne sais pas si vous l'avez vu ce reportage. Elle prend un TGV, elle descend, elle passe par Angoulême, et elle va au sud d'Angoulême dans son établissement scolaire. C'est quand même fabuleux, on arrive à des trucs aberrants pour les gens. D'accord, du coup, c'est comme ça, hein, le TER pour Toulouse, il y en a deux dans la journée. Voilà. Il reste du temps pour que c'est pas encore deux. Oui. Alors le financement, 40 minutes. eh bien, le bilan socio-économique, il n'en parle pas. Dans le rapport qui a été présenté aux conseillers régionaux, pas un mot. La commission d'enquête avait dit la rentabilité socio-économique de la seule liaison Bordeaux-Dax n'est pas assurée. Sa justification par la perspective d'une prolongation vers l'Espagne n'est pas recevable. Les commissaires enquêteurs, pour ce qu'il avait répondu, c'est le maître d'ouvrage estime le bilan socio-économique toujours positif. La commission d'enquête le qualifie de fragile. Et la Cour européenne des comptes, qui nous a audités, on en est fiers, ils sont descendus, enfin, ils devaient venir à Bayonne, on est allé venir à Bayonne, on est allé les voir à Bordeaux. Eh bien, voilà ce qu'ils disent. Les analyses co-avantages n'ont été utilisées correctement comme outil de prise de décision pour aucune d'entre elles. Donc, ils nous disent tous les bilans socio-économiques, parce qu'on a pu parler avec les auditeurs de la Cour européenne des comptes, ils nous ont dit, ben, écoutez, tous les bilans socio-économiques, ils sont pipés. Le coût. La région ne commente pas le coût, et pour cause. Alors, tenez bien. Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, avec les aménagements ferroviaires, 356 km, estimés à 9,2 milliards d'euros en valeur 2011, sont passés à 14 milliards d'euros dans le plan de financement. Ça, on n'est pas encore en Espagne, là, hein, on s'arrête à Dax. Hein. Soit 52% d'augmentation entre 2011 et 2022. Le coût est passé donc de 25,7 millions d'euros le kilomètre à 39,2 millions d'euros du kilomètre au jour d'aujourd'hui. Avec 39, soit 40 millions d'euros, si vous voulez, vous pouvez construire avec 1 km de LGV 4 EHPAD de 90 lits ou 2 collèges ou presque un lycée. Pour vous dire, c'est gigantesque quand même l'argent qu'on va mettre là-dedans. Dax Espagne a été estimé à près de 4 milliards d'euros en 2011. Si vous appliquez l'augmentation de 52%, vous allez arriver à 6 milliards d'euros pour faire Dax Espagne 91 km. Ça va vous faire 66 millions d'euros le kilomètre. C'est vertigineux. Et regardez comment on se situe par rapport aux LGV qui ont été construites. Vous voyez, les LGV est-européennes, c'était à 18,9 millions d'euros le kilomètre. Nous, on va être rendu, le jour où ils vont construire Dax Espagne, à 66 millions d'euros le kilomètre. C'est quand même fou de dépenser un argent comme ça. Si vous amusez à calculer la minute gagnée, on nous dit entre Bordeaux et Dax, vous allez gagner 20 minutes. Bien. Eh bien, on fait le calcul. Ça revient 5 milliards 100 pour construire Bordeaux-Dax. On gagne 20 minutes, mais pour gagner 1 minute, vous allez dépenser 255 millions d'euros. Et ça, le coût de la minute gagnée, la Cour des comptes, elle adore faire ce calcul, justement. Et là, on bat tous les records. On veut, alors on dit, il faut moderniser la ligne. Et nous, on dit, ça revient moins cher. Il n'y a pas que nous qui le disent. La Cour des comptes, tout le monde le dit. Sauf SNCF Réseau. Ils nous disent, non, ça coûte aussi cher que de construire une LGV, que de moderniser ce qui existe déjà. Et ils l'écrivent. Je vous laisse le lire.
en considérant l'ensemble Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, la fourchette serait de 5,1 à 8,9 milliards d'euros pour rénover la ligne, à comparer aux 8,8 milliards pour les lignes nouvelles. Et la ligne nouvelle nous donnera beaucoup plus d'avantages que nous donne la ligne existante. Comment vous voulez les croire quand même? C'est un mensonge pur parce que regardez, on vous a dit qu'il faut faire 33 km de plus. Vous avez vu à quel prix le kilomètre? Il faudra exproprier. Si vous modernisez la ligne, vous expropriez personne. Il faudra compenser les hectares détruits. Il faudra enjamber les fleuves, les cours d'eau. Vous allez voir ici à Asquin ce qui vous attend. Le viaduc que vous allez avoir. Construire des tunnels, des viaducs, des ouvrages pour la traversée des routes, importer et transporter des tonnes de matériaux par la route. Et non pas par le train, comme quand vous rénovez une ligne existante. Je crois qu'ils vraiment, ils se foutent de nous quand ils écrivent ça. Hein. Alors le financement. Donc ils ont arrêté le financement. Alors voilà comment ça se passe. Ils attendent de l'Europe, et vous voyez que c'est extrait de chez eux, c'est une hypothèse, que l'Europe donnerait 20%, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. On sait que, on s'est renseigné au niveau de l'Europe. Rappelez-moi bien les chiffres du temps, parce que j'ai 447 projets. Il y a 447 projets Qui vont trier bientôt. qui vont trier pour une enveloppe De 14 milliards. de 14 milliards. Dedans, il y a le bilan. Il y a 447 projets européens. Et ils ont une enveloppe de 17 milliards, mais on nous dit 12,2 milliards de l'euro. Ils sont déjà montés à Bruxelles. Ils auront sûrement pas. L'État donne 40%. Et les collectivités locales, 40%. Alors les collectivités locales se sont partagées entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Vous Et remarquerez vous voyez, que l'État, c'est les contribuables, c'est nous. voilà, Que l'Europe, en partie, c'est nous aussi. c'est nous aussi. Et que les collectivités, C'est nous aussi. c'est nous aussi. Voilà. C'est tout nous. Et en plus, ce qui nous attend, c'est qu'ils vont créer un établissement public local, un EPL, ils appellent ça, qui va lever de nouvelles taxes. La taxe spéciale d'équipement et une taxe sur les bureaux. Elle a pas été votée. C'est nous aussi. Voilà. Et ça va réduire de 30%, ça c'est leur calcul, la cote-part, ce que donneront les collectivités. Donc on va prélever un impôt sur qui? Sur vous. Qui c'est qui va être assujetti, cette taxe spéciale d'équipement? Si vous regardez votre taxe foncière, si vous êtes propriétaire, la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore, c'est-à-dire pour les résidences secondaires, tous les contribuables assujettis à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation résidant dans des communes situées à moins de 1 heure en voiture d'une gare desservie par la LGV. C'est-à-dire que s'ils arrivent à Dax, Asquin, Lurugne, où j'habite, on est à moins d'une heure de voiture de Dax. Et c'est pas grave. Vous avez une gare, vous avez une gare privée à Montréal. Vous êtes à une heure de Et vous avez la gare Saint-Sébastien aussi, donc voilà. Là, ils arriveront à Dax, dès qu'ils seront à Dax, vous paierez. Vous paierez cette taxe spéciale d'équipement qui devrait rapporter 24 millions d'euros par an sur 40 ans, sur près de 1 milliard d'euros. En tentant de vous faire payer la LGV, en plus, vous allez payer la taxe spéciale équipement. Et c'est peut-être pas fini. La taxe sur les bureaux, ils n'ont pas osé encore la mettre. Ça n'a pas été voté. Parce que ça a été voté au Parlement, la taxe spéciale d'équipement. Alors, il y a nos amis landais qui se sont mis à faire le calcul. Eh bien, voilà, pour le conseil départemental 64, vous paierez 1562 euros sur 40 ans. C'est bien. C'est quelques euros pour le dire. Oui. 1562 euros, pas par an. Mais vous voyez, sur 40 ans. vous voyez ceux qui se sont empressés de signer. Vous les paierez, mais dans 40 ans, on sera plus Ceux là. qui se sont empressés de signer. Ici, on a Voilà. Mont-de-Marsan, vous voyez combien ils vont payer? Voilà. Voilà, Bordeaux. Et nous, ici, la CAPB a refusé le projet, donc a refusé de signer, heureusement. Alors, vous allez voir, justement. Alors voilà, le financement est obtenu. Comme vous l'avez compris, quand même, il s'acharne. Cette décision, c'est une décision purement politique. Et pour en avoir discuté avec les gens de la Cour européenne des comptes qui sont venus nous voir, et on ne va pas demander de venir nous voir, c'est eux qui sont spontanément venus nous voir,
Voilà ce qu'ils disent. L'évaluation des besoins réels au sein des États membres est de faible qualité. La solution alternative qui consisterait à aménager les lignes conventionnelles existantes est rarement prise dûment en considération alors qu'elle pourrait permettre de réaliser des économies non négligeables. Vous voyez, SNCF Réseau ne dit pas la même chose. La décision de construire des lignes à grande vitesse repose souvent sur des considérations politiques. Et on en a l'exemple vivant. La participation de l'Europe, elle est incertaine. Nous, on essaie de la bloquer, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Toutes les collectivités d'Occitanie, derrière Carole Delga, ils ont tous voté pour le financement. Ici, ça a été plus dur, en Nouvelle-Aquitaine. Le conseil départemental du Lot-et-Garonne a dit on ne met pas une coquette, on ne paye pas. Le conseil départemental de la Gironde, ils ont refusé de payer. Et ils ont dit on va financer les trains du quotidien à la place, dans le Médoc et le Blayais. Et la région a sauté sur l'occasion en disant c'était nous qui devions faire les trains du quotidien, puisque vous ne payez pas, nous on va payer, et ce qu'on devait mettre dans les trains du quotidien, on va le mettre sur le GPSO. Vous voyez le tratou qu'ils ont fait. Le Grand Dax, ils ont voté un premier coup contre, Rousset est venu à la charge, ils ont revoté, 2 mois plus tard, ils ont voté pour. Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, alors ça c'est magnifique, vous allez voir. Ils ont été appelés pour 147 millions d'euros. Ils ont dit on finance sous condition. Vous allez voir, la SER a mis plein de conditions. Ils ont dit on finance 54 millions. Mais on ne veut pas les mettre sur Bordeaux-Toulouse, on veut les mettre sur Sud-Gironde-Dax. Alors que dans le plan de financement, vous vous engagez d'abord à financer Bordeaux-Toulouse. Quand vous êtes engagé à financer Bordeaux-Toulouse, après vous financerez Bordeaux-Dax et après vous financerez Dax-Espagne. Et vous ne pouvez pas sortir du système. Donc déjà, dire on met ça sur Bordeaux-Dax, c'est pas possible. La SER, où il n'a pas lu, ou il fait l'andouille, je ne sais pas. Et il a mis 16 millions pour rénover les lignes à la place de la région, entre Dax et Bayonne, entre Bayonne la frontière et, oui. Entre Bayonne entre Dax la frontière et entre Dax plus haut. Voilà, c'est ça. Il a posé ces conditions-là, mais il a tout signé quand même. Les élus du Pays Basque, ici, eux, ils ont carrément posé 2 questions. Votons de ce projet. Si on veut de ce projet, votons le financer. Première question. Votons de ce projet. Non, à 72%, on dit on ne pose pas la deuxième question. Donc, ils ont refusé le projet. Et à la dernière minute, alors vous êtes allé faire un peu la mendicité, il est allé du côté de Saint-Jour, Tyros, etc., taper une communauté d'agglos qui ne demandait spontanément à donner 10 millions comme ça. Spontanément. Ils ont voté, il y en avait 20 pour, 19 contre et 18 abstentions. Voilà. C'est spontanément. Et finalement, au total, il lui manquait 225 millions dans la tirelire de Rousset. Donc, en février, alors que tout le monde avait voté, voté pour ou voté contre, tout le monde avait voté le premier plan de financement. Et bien là, ils ont fait un deuxième plan de financement, mais uniquement la région. Donc personne n'a signé la même chose. Quand la SER avait déjà signé, ils avaient signé pour ces 54 millions, alors qu'on en demandait 145. Et là, ils ont refait un plan de financement au niveau de la région. Alors, la région s'est engagée à payer à la place des collectivités défaillantes, puisqu'il manquait 225 millions d'euros. On leur a dit, pour que ça passe bien au Conseil d'État, il faut surtout dire que vous allez avoir des retours de bonne fortune. Alors, c'est rigolo, ils disent, mais par exemple, on va gagner un peu plus sur la fiscalité, SNCF Réseau va nous abandonner des péages pour 442 millions, l'Union Européenne va donner 30%, tiens, sur Bordeaux-Dax, il de donner 20%. Voilà, s'il y avait toutes ces bonnes surprises, ça serait bien. Voilà. Et donc, ils ont dit, total des bonnes fortunes potentielles, 894 millions d'euros, donc on peut débourser 225 millions d'euros. Ils ont mis une ligne, c'est si on gagne au loto. Voilà, c'est quand même fou. Hein. Et alors voilà ce qui se passe quand même, c'est assez amusant. Parce que regardez, si vous prenez le département 33, hein,
On vous a dit qu'eux, ils ont mis 170 millions, mais pour les lignes du quotidien. Et quand on voit le plan de financement, les 170 millions, on les retrouve sur le GPSO. Voilà. Vous vous souvenez que le département des Pyrénées-Atlantiques avait voté 54 millions pour le GPSO et 16 millions pour l'aménagement des lignes nouvelles. Et bien, 54 plus 16, ça fait 70. On a mis 70 millions sur le GPSO. Vous voyez, ils ont bidouillé complètement le plan de financement. C'est pour ça qu'on l'a attaqué au tribunal administratif de Toulouse. Donc, et voilà, le 18 février, le plan de financement non modifié a été adapté, signé par la région Nouvelle-Aquitaine, avec toutes ces irrégularités. Je vous les rappelle, de nombreuses collectivités ont voté le plan de financement initial et non pas le plan de financement définitif. Les délais légaux, quand vous avez interrogé les conseillers régionaux, ils ont reçu un document de 80 pages la veille du vote. Ça n'a pas été respecté, c'est illégal. Les réserves émises dans les délibérations des différents, ça n'a pas été respecté non plus. Les sommes votées pour les lignes du quotidien ont été attribuées, comme je l'ai dit, au financement du GPSO. Le 25 février, vite, vous voyez, 6 jours après, on a déposé le plan de financement au Conseil d'État pour approbation, il l'a approuvé. Le 2 mars, l'ordonnance de création du fameux EPL a été faite, ça s'appelle Société Grand Projet du Sud-Ouest, c'est passé au Conseil des ministres et ça a été publié au journal officiel le 3 mars. La société sera dotée de notre fameuse taxe d'équipement et le 14 mars, vous allez assister devant la télévision à une mascarade, il avait déjà tout signé. Vous avez Carole Delga avec Castex, voilà, tout le monde a signé sur un tableau, ça faisait bien. Monsieur Lasserre y était d'ailleurs aussi. Voilà. Alors nous, ce qu'on continue à faire, et voilà, on n'a pas fini, on dénonce un déni de démocratie. On vous fait quelques rappels. 2006, débat public. Pour répondre à notre dénonciation, Victor y était, moi j'y étais pas, le CAD avait dénoncé le trafic surestimé. Le président du Conseil du débat public a dit « Je choisis une expertise faite par des experts suisses. » C'était SMA Proctor, c'est lui qui les a choisis. Il a fait venir le cabinet ce cabinet a fait cette étude. Voilà les réponses. Première question, les trafics sont-ils surestimés? Réponse du cabinet, oui. Les trafics fret sont surestimés et le cabinet met en doute l'utilité d'une autoroute ferroviaire. C'est la réponse. La ligne existante peut-elle accueillir le trafic envisagé et surestimé moyennant des aménagements mineurs? Réponse du cabinet, oui. Malgré ça, on n'en tient pas compte et on continue. Le projet avance. L'étude CITEC, ça c'est des élus d'ici qui l'avaient demandé. Et ils répondent, pas de saturation avant au moins un demi-siècle pour la ligne existante. On n'en tient pas compte. On continue. Et le projet avance. 2009, on crée l'Observatoire des trafics, on vous en a parlé tout à l'heure. Il compte les trains en double. Un double comptage des trains en gare de Bayonne qui perdure depuis le débat public depuis 2006. En 2014, l'Observatoire des trafics transfrontaliers n'existe plus. Il a fonctionné, ils ont cassé le thermomètre parce qu'ils attendaient la saturation de la ligne, elle n'arrive pas, donc le contraire. On supprime l'observatoire comme ça, avec plus rien. Je ne sais pas si on repasse, vous en avez marre peut-être. Un aparté sur le bilan loti. Alors je vous dis qu'est-ce que c'est très vite. Le bilan loti, c'est la loi d'orientation des transports intérieurs. La loi oblige à ce qu'on fasse un bilan dans les 5 ans qui ont suivi la construction de l'infrastructure. Vous avez construit une autoroute, 5 ans après, vous êtes obligé de faire un bilan, une voie ferrée. Vous faites un bilan pour comparer les prévisions avec la réalité. Voilà. Durant les 6 conseils qu'on a eus à l'Observatoire des trafics, on nous a toujours répété qu'il fallait surtout surveiller ce qui allait se passer du côté de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une ligne qui fonctionnait entre Perpignan et Figueras en Espagne. Donc le passage transfrontalier, il existait, alors qu'il n'existe pas ici, qu'ils n'ont pas le même écartement de rail entre la France, il n'y a pas le même écartement entre la France et l'Espagne. Donc voilà. Eh bien, il y a eu une boîte qui s'appelle TP Ferro, alors c'est un consortium franco-espagnol qui a construit la ligne et qui l'a exploitée. Eh
bien, 5 ans après la mise en service de cette ligne, TP Ferro, c'était cette boîte, a fait faillite. Parce qu'on leur avait promis un trafic voyageurs fabuleux, ils ont eu 12% du trafic prévu, et un trafic fret magnifique, ils ont eu 7% du trafic prévu. Et donc, 5 ans après, on a demandé à M. Lidalis, ben, faites le bilan Loki, puisqu'on compare les prévisions avec la réalité. Et il a refusé de le faire en disant oui, mais la ligne n'a pas été mise en service exactement à la date que vous dites, c'était un peu plus tard, enfin il a tapé en touche, quoi. Et donc, on a porté plainte contre l'État au tribunal administratif de Paris en septembre 2016. On a fait poser une question écrite à Florence Lasserre, députée d'ici, et 22 mois après, le gouvernement y a répondu. L'instabilité, depuis la mise en service de la ligne, n'a pas permis à la ligne de fonctionner normalement. L'instabilité de gestion dans des conditions normales d'exploitation. Dans ces conditions, réaliser le bilan Loki ne répondrait pas à l'esprit de l'article machin. C'est-à-dire de dire, on ne le fera jamais, ce bilan Loki, parce que la ligne n'a pas fonctionné correctement. Donc, le 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint la ministre de la Transition écologique et solidaire de procéder à ce bilan Loki, de le réaliser. Le 25 septembre 2020, ils ont mis le temps, le ministère a écrit au tribunal administratif, il est prévu que ce bilan Loki soit achevé au premier trimestre 2021. Et on attend toujours, ils n'ont toujours pas fait. Ils ne veulent pas avouer l'échec. Parce que l'échec, là-bas, s'ils le reconnaissent, ce sera le même échec ici. 2014, enquête publique, vous le savez tous, avis défavorable, des commissaires enquêteurs, on n'en tient pas compte, on passe outre et on signe quand même la déclaration d'utilité publique. Tous les chiffres qu'on vous donne, on les extrait de l'Observatoire régional des transports. Ça, c'était un observatoire aquitaine dans lequel la région est partenaire. Donc, depuis 2017, on suit ces chiffres, c'est les cartes de péage. Chaque fois que passe un train, SNCF Réseau fait payer le péage du train. Et comme ça, nous, on arrive avec ces cartes, celles qu'on vous a projetées, à savoir combien de trains passent. En 2017, vous avez vu, alors là, je me suis trompé, c'est pas 87, c'était 87. Voilà. Et puis, curieusement, depuis 2019, quand on regarde que le transport ferroviaire est bien développé, quand on cherche à la rubrique de l'Observatoire le transport ferroviaire, voilà ce que l'on lit. À la date de la publication, la carte 2018 n'est pas disponible. Puis en 2019, pareil, la carte 2019 n'est pas disponible à la date de la publication. Moi, je pense qu'on veut essayer de nous éviter de pouvoir surveiller les trafics, si vous voulez. Donc je me suis rapproché d'eux, je leur ai écrit, etc. Ils disaient oui, finalement on a réussi à voir les trafics. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui freine, mais bon. Pareil, avant qu'il finance la LGV, la région s'est rapprochée d'un cabinet pour réaliser une étude d'ingénierie financière et juridique du GPSO. En 2016, ils ont donc voté, ils ont mandaté donc un cabinet qui devait faire cette étude, qui devait durer 36 mois. On a attendu et on a demandé cette étude, on a le droit, en tant que citoyen, d'avoir cette étude. On l'a donc demandé à la région. 2 mois plus tard, comme on n'avait pas de réponse, on a saisi la CADA. Vous savez, vous pouvez demander les documents administratifs à cet organisme. Et puis, ils nous répondent, on n'a pas reçu votre étude. Alors, on leur a envoyé en lettre recommandée, vous voyez, reçu. Donc, l'étude, on veut nous la dissimuler. Donc, on réécrit à nouveau à la région Aquitaine, et 8 mois plus tard, on arrive à avoir une réponse. Et voilà ce qu'ils nous répondent. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie poursuivent à ce jour la réflexion sur le financement du GPSO et n'ont donc pas achevé l'étude financière, ce qui est faux. C'est pour cette raison qu'ils ne donnent pas leur accord pour communiquer les éléments de cette étude. Donc on voulait nous dissimuler le contenu de cette étude. Et la brave Carole Delga, lorsqu'elle se présente au régional,
pour le renouvellement de son mandat, sort un tract en disant « Nous nous appuyons sur les résultats de l'étude que nous avons reçue du cabinet, machin, du truc. » Donc, ils lancent cette étude, ils ne veulent pas nous la donner. Et enfin, on finit, inauguration de la LGV Paris-Bordeaux, on est en 2017. Voilà ce que disait Macron. En venant inaugurer ce projet ce soir, je suis en train de vous dire, le rêve des 5 prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là. Et pourtant, aujourd'hui, on est à la veille de construire Bordeaux-Toulouse. En avril 2021, par la voix du Premier ministre, l'État s'engage à investir 6,5 milliards d'euros dans les LGV Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse. Donc, on relance les LGV. La LGV Bordeaux-Espagne est réactivée par le gouvernement et la région. Le 27 avril, Jean Castex confirme par courrier au président des 2 régions l'engagement de l'État de 4,1 milliards d'euros. Ce qui est le plus inquiétant, regardez ce qu'il précise, hors branche et qui dessert Dax et qui sera intégré dans la prochaine loi de programmation. Donc il ne faut pas croire qu'ils vont construire que Bordeaux-Toulouse, ils vont venir vers Dax. Et d'ailleurs, Rousset leur a dit, à propos de Bordeaux-Espagne, il a écrit au Premier ministre, on a la lettre, le 29 avril 2021, il faut une 2e voie ferroviaire, puis de fret, limiter les camions, c'est une question environnementale primordiale. Par ailleurs, comme vous l'avez constaté, la seule ligne ferroviaire existante est totalement saturée à partir de la gare de Facture. Il faut être culotté quand même pour le dire, il y a 89 trains qui passent. Et les journalistes le fait. Voilà, donc on continue, nous, si vous voulez, de proposer, comme on l'a dit, les trains du quotidien, le développement du fret, les wagons isolés et le combiné par caisse. Et si vous voulez, si vous n'avez pas, sinon on peut passer, tout le monde nous dit, mais pourquoi ils veulent la faire, cette LGV? Alors on a essayé de creuser un peu. Je vous ai parlé de ce fameux Conseil d'orientation des infrastructures qui conseille le gouvernement. On a essayé de voir qui est dedans. Il vient d'être remanié. Et voilà ce que donne le Conseil d'orientation des infrastructures remanié. Le vice-président n'a pas changé. C'est ce monsieur. Il s'appelle Bruno Cavagné. Il est vice-président de ce conseil. Il est depuis 2013 le président de la Fédération nationale des travaux publics, dont les vice-présidents sont assurés par Vinci, Bouygues et FH. Suivez mon regard, vous avez compris d'où ça vient. Mais il y avait 2 élus verts qui ont disparu, Mathieu Orphelin et Barbara Pompili. Karima Deli, qu'on a contacté récemment, qui est la vice-présidente des transports au Parlement européen, qui est une verte, elle n'est plus membre. Elle est personne invitée. Et tout récemment, elle n'est plus invitée. Donc, 3 verts ont disparu de ce conseil. Et on les a remplacés par qui? Tiens, par hasard, par M. Jean-François Portarieu, qui est député de la Haute-Garonne, c'est-à-dire de Toulouse, et qui fait son entrée là-dedans. Il y a mieux. Alain Rousset s'est fait nommer personne qualifiée au comité de surveillance du CSGPI. Alors ça vous dit rien, c'est le secrétariat général pour l'investissement. C'est l'ancien CGI, Conseil général à l'investissement, qui avait expertisé le GPSO. En catimini, il s'est fait nommer dans le comité de surveillance. Et c'est ce fameux SGPI, c'est lui qui est chargé d'évaluer les projets sur le plan socio-économique. Il est là, et puis il en a profité pour faire entrer ses petits copains. Vous avez tout autour de lui Christelle Dubos, députée de la Gironde, Claude Mougin, sénateur de la Corrèze, et Alain Châtillon, sénateur de l'Haute-Garonne. Donc vous voyez, en haut lieu, ils se sont bien bordés. Puis vous avez du côté de Toulouse ce monsieur qui s'appelle monsieur Chauzy. Alors c'est le président du Conseil économique, social et environnemental régional de la région Occitanie. Et le fameux monsieur Bruno Cavagné, là, le président, lui, il est conseiller au Conseil économique et social au niveau national. Donc il y a une connexion entre les deux.
Et en plus, ce monsieur, il s'occupe de Eurosud Team, qui est une association chargée de la promotion des grands projets de transport, en particulier ferroviaires. Et quand on cherche qui c'est qu'il y a à Eurosteam, eh bien, il y a Carole Delga, président d'Occitanie, il y a Jean-Luc Boudin, le maire de Toulouse, et puis il y a Mathieu Cavagné, c'est le petit-fiston de Bruno Cavagné, qui lui est trésorier de la fédération régionale du BTP en Occitanie.